J'ai surpris mon mari en train de me tromper avec une jeune stagiaire après 3 ans de mariage, alors je l'ai exposé lors de notre fête d'anniversaire de mariage. Je m'appelle Carla, j'ai 32 ans, et pendant les 3 dernières années, j'ai été mariée à mon mari, maintenant séparé, Evan, 35 ans. Nous nous connaissons depuis 5 ans au total. Nous étions ces amoureux de l'université que tout le monde pensait qu'ils allaient réussir. Vous savez, nous nous sommes rencontrés lors de notre dernière année d'université, nous avons fréquenté pendant ces années de post-graduation un peu maladroites, et nous nous sommes finalement mariés. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, c'était la dynamique classique du couple puissant. Il était ambitieux, motivé, et venait de créer une entreprise de technologie, tandis que je le soutenais en m'occupant de tout à la maison. Cela fonctionnait, ou du moins il semblait que ça fonctionnait. Après notre mariage, il avait du succès en tant que président-directeur général de sa propre start-up technologique et, de l'extérieur, nous avions l'air du couple parfait, grande maison, belles vacances, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais sous la surface, les choses ont commencé à changer. Depuis 1 an environ, il est devenu plus distant. Nous ne nous connexions plus comme avant. Il travaillait toujours tard ou avait soudainement besoin de partir en voyage d'affaires. Il y avait des moments où il achetait des vêtements neufs, mais je ne le voyais jamais les porter. Son téléphone était constamment dans sa main, et si je le regardais, il devenait sur la défensive. Pourtant, jamais je n'aurais imaginé qu'il me trompait. Tout a commencé à devenir plus clair quand les petits signaux que j'avais ignorés ont finalement pris trop d'ampleur pour être ignorés. Evan a commencé à rentrer tard de plus en plus souvent, et quand il était à la maison, il était collé à son téléphone comme si sa vie en dépendait. J'ai remarqué à quel point il était devenu protecteur avec son téléphone, il devenait nerveux si je lui demandais de le lui emprunter. Il était aussi moins affectueux, comme s'il s'était retiré de la relation. Le véritable tournant a été quand j'ai commencé à remarquer des frais étranges sur notre carte de crédit, des dîners et des séjours à l'hôtel auxquels je n'avais certainement pas participé. Je continuais à me demander si je devenais paranoïaque, mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Un soir, j'ai pris son téléphone quand il l'a laissé sur le comptoir pour prendre une douche, et ce que j'ai trouvé a confirmé mes pires craintes, il y avait des messages d'une fille nommée Dana. Elle avait 27 ans et travaillait comme stagiaire dans son entreprise. Leur conversation était affreusement romantique, comme s'ils étaient un jeune couple qui venait de commencer à se fréquenter. Leur liaison durait depuis 8 mois. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas nié. Il a eu le culot de me dire que notre mariage était en train de s'effondrer depuis un moment et qu'il se sentait négligé. C'était une nouvelle pour moi, je pensais que tout allait bien. Bien sûr, nous avions nos hauts et nos bas conjugaux habituels, mais qui ne les a pas? Il a dit qu'il était confus et qu'il ne savait pas comment mettre fin à sa relation avec elle ou avec moi. Mais à ce moment-là, je n'avais plus aucune confusion. Je savais exactement ce que je devais faire. J'étais furieuse et, surtout, humiliée. Comment a-t-il pu me faire ça après tout ce que nous avons traversé ensemble? Après tous les sacrifices que j'ai faits pour lui, pour sa carrière, pour nous. J'ai passé des semaines entre pleurer à chaudes larmes et être tellement en colère que je ne pouvais même plus réfléchir. Mais je savais une chose, je ne le laisserais pas s'en tirer aussi facilement. J'ai commencé à rassembler toutes les preuves possibles, des captures d'écran de ses messages, des relevés de cartes de crédit, même des photos de lui et de Dana que j'ai trouvées en ligne. J'ai consulté un avocat spécialisé dans les divorces qui m'a conseillé de tout documenter, et je l'ai fait. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Après tout ce que j'avais fait pour lui, je méritais mieux que ça. Alors j'ai élaboré le plan parfait. Je voulais qu'il ressente le poids de ses actions, qu'il subisse l'humiliation et la honte qu'il m'avait fait endurer. J'ai décidé d'organiser une fête surprise d'anniversaire de mariage, mais la surprise n'allait pas être une célébration, ce serait l'exposition de son infidélité. J'ai invité nos 2 familles, ainsi que quelques amis proches, en faisant croire que je voulais marquer cette occasion spéciale pour notre 3e anniversaire de mariage. Je ne vais pas mentir, c'était un peu tordu, mais après tout, je m'en fichais. Il méritait d'être démasqué. Le jour de la fête d'anniversaire est arrivé, et la maison était remplie de monde. Mes parents étaient là, ses parents, nos frères et sœurs, et quelques amis proches qui nous voyaient comme le couple idéal. Tout le monde discutait et s'amusait, inconscient de ce que j'allais faire.
Evan est arrivé, inconscient de ce qui se passait, souriant et agissant comme si de rien n'était. Rien que de le regarder, je me sentais mal, mais j'ai gardé mon calme. Quand le moment est venu, j'ai fait une annonce. J'ai remercié tout le monde d'être venu, puis j'ai dit que j'avais une surprise. Au début, Evan avait l'air confus, mais il n'a rien dit. C'est alors que j'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté au grand écran du salon. J'ai commencé à montrer les captures d'écran de ses messages avec Dana, chaque texto coquin, chaque plan de rendez-vous secret. Le visage d'Evan est devenu blanc, et les gens ont commencé à pousser des exclamations. Ma mère a commencé à pleurer, et ses parents avaient l'air de ne plus savoir qui il était. Et juste à ce moment-là, devinez qui est arrivé? Oui, Dana elle-même est entrée, pensant qu'elle rejoignait une joyeuse célébration. Lorsqu'elle a réalisé ce qui se passait, elle s'est figée. Evan est resté là, incapable de dire un mot, tandis que tout le monde le regardait avec incrédulité. J'ai terminé en annonçant que je demandais le divorce. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai simplement dit calmement que j'en avais fini, et je suis sortie de ma propre maison, le laissant là pour gérer les conséquences. Ma sœur Alyssa m'attendait dehors, prête à me ramener à la maison. Dès que nous sommes partis, j'ai bloqué Evan sur tout, mon téléphone, les réseaux sociaux, les emails, tout. Après avoir quitté la fête, j'ai emménagé chez Alyssa. La première chose que j'ai faite le lendemain matin a été de déposer une demande de divorce pour adultère. J'avais toutes les preuves en main, donc il n'y avait aucun moyen pour lui de s'en sortir. Evan, bien sûr, a paniqué quand il a réalisé que je parlais sérieusement. Il a essayé de m'appeler et de m'envoyer des messages, mais comme je l'ai dit, je l'avais bloqué partout. Il est même venu plusieurs fois chez Alyssa, implorant de me parler. Je refusais. Il n'y avait plus rien à dire. Il a essayé de minimiser l'affaire, disant que c'était une erreur unique et qu'il avait été confus, mais 8 mois à se faufiler avec une stagiaire, ce n'est pas une erreur, c'est un choix délibéré. J'avais déjà parlé avec mon avocat, et nous avons commencé à avancer dans le processus de divorce. Evan, bien sûr, contestait, disant que nous pouvions arranger les choses et suppliant que je lui donne une autre chance. Il a même tenté de me dire que ses sentiments pour Dana n'étaient pas réels et qu'il traversait une sorte de crise de la quarantaine. Il jurait qu'il m'aimait encore et voulait réparer les choses, mais honnêtement, je ne vois pas comment cela pourrait être possible. Franchement, je ne pense pas que je pourrais jamais le regarder de la même manière à nouveau, encore moins lui faire confiance. J'avais déjà pris la décision de divorcer, mais une partie de moi doutait. J'avais investi tellement dans cette relation, dans notre vie ensemble, et je me demandais si je faisais le bon choix en partant. Devrais-je m'en tenir à ma décision et finaliser le divorce, ou y a-t-il une chance de sauver ce mariage? Mise à jour 1. Après la fête d'anniversaire, tout a avancé plus rapidement que ce à quoi je m'attendais, et en même temps, j'avais l'impression d'être coincée au ralenti. Evan essayait de me contacter sans cesse, apparaissant même encore chez Alyssa plusieurs fois, mais je refusais de le voir. J'avais pris ma décision et je restais ferme. Je ne le laisserais pas me faire croire que c'était juste une erreur unique ou quelque chose que nous pourrions facilement surmonter. J'ai avancé avec le divorce le plus rapidement possible. Mon avocat était fantastique, elle a tout expliqué et s'est assurée que j'avais toutes les preuves nécessaires pour faire avancer les choses. Mais, bien sûr, Evan n'allait pas nous faciliter la tâche. Il a contesté le divorce, prolongeant le processus autant que possible, affirmant qu'il voulait arranger les choses et qu'il pouvait changer. C'est drôle de voir quelqu'un qui a été infidèle pendant près d'un an soudainement vouloir devenir le mari modèle dès qu'il se fait prendre. Le plus gros point de discorde, comme on pouvait s'y attendre, était l'argent. La start-up d'Evan avait décollé ces dernières années, et bien que nous ayons un contrat de mariage assez décent, la situation n'était pas aussi simple que je l'avais espéré. Il a essayé de me proposer moins que ce à quoi j'avais droit, ce qui n'était pas surprenant, mais cela faisait tout de même mal. C'était comme s'il essayait de me punir pour l'avoir exposé. Son avocat continuait à retarder les choses, prolongeant le processus autant que possible, probablement en espérant que je me fatiguerais et que j'abandonnerais. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise sur moi-même, c'est que je ne renonce pas facilement. La start-up d'Evan est devenue le point de conflit majeur. Evan prétendait que, puisque l'entreprise était son bébé, je n'avais aucun droit dessus.
Mais je l'avais soutenu pendant les moments difficiles, émotionnellement et financièrement. J'étais là quand il ne savait pas si cela allait fonctionner, et c'était moi qui l'avais encouragé à continuer quand les choses devenaient difficiles. Alors oui, je voulais ma part légitime, et je n'allais pas le laisser agir comme si je n'avais pas joué un rôle dans son succès. Pendant que le divorce était en cours, la nouvelle de son affaire a fuité dans son entreprise. Je ne sais pas comment cela s'est su, mais je mentirais si je disais que je n'étais pas un peu satisfaite. La nouvelle s'est répandue rapidement, et bientôt, les gens au travail ont commencé à murmurer dans son dos. Il n'a pas fallu longtemps avant que les ressources humaines ne s'en mêlent, surtout quand ils ont découvert que Dana était stagiaire. Il y a toujours des discussions sur les déséquilibres de pouvoir et les relations inappropriées sur le lieu de travail, et apparemment, la liaison d'Evan avec Dana a franchi plusieurs lignes. Elle a été licenciée quelques semaines après que la nouvelle ait éclaté, et d'après ce que j'ai entendu, ce n'était pas une sortie discrète. La réputation d'Evan en a également pris un coup. Les investisseurs ont commencé à se méfier, personne ne veut soutenir un président-directeur général, avec un scandale qui plane au-dessus de lui. Cela n'aidait pas non plus que ses employés perdaient du respect pour lui. Les gens ont commencé à démissionner et le moral était au plus bas. Sa start-up, autrefois florissante, a commencé à vaciller, et pour la première fois, Evan ne ressemblait plus au Golden Boy qu'il avait été. Je me suis sentie mal pour Dana, même si elle couchait avec mon mari. Elle était jeune, probablement influençable, et Evan avait clairement profité de cela. Quant à moi, j'ai commencé à ressentir un étrange sentiment de soulagement. La colère, le chagrin, tout cela était encore présent, mais une fois que les papiers du divorce ont été déposés et que j'ai coupé tout contact avec Evan, j'ai senti que je pouvais enfin respirer à nouveau. Je n'étais plus coincée dans un mariage sans amour, et l'inquiétude constante, l'anxiété de me demander où il était ou ce qu'il faisait, avait disparu. J'ai commencé à me concentrer sur moi-même pour la première fois depuis ce qui me semblait être des années. Je ne vais pas mentir, il y a eu des jours sombres. Il y a eu des moments où je me suis remise en question, me demandant si j'avais été une bonne épouse, comment j'avais pu manquer les signes. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal, mais chaque fois que je commençais à douter de moi-même, je me souvenais des textos et de ces longues nuits, et ma détermination se renforçait à nouveau. Ce n'était pas juste une erreur, il avait fait une série de choix pour me trahir. Cela ne venait pas de moi. Quelques mois ont passé, et bien que je ne cherchais pas activement l'amour à nouveau, j'ai commencé à sortir de manière occasionnelle. Cela semblait étrange au début, rencontrer de nouvelles personnes, revenir dans le monde des rencontres, mais c'était une distraction, et cela m'a rappelé que j'étais encore jeune et que j'avais beaucoup à offrir. Je n'allais pas laisser ce qu'Evan m'avait fait définir ma vie future. Pendant ce temps, Evan faisait tout ce qu'il pouvait pour me reconquérir. Il envoyait des fleurs chez Alyssa, apparaissait avec des lettres manuscrites comme si cela allait tout changer, et il a même recruté quelques-uns de nos amis communs pour essayer de me convaincre de lui donner une autre chance. Il me disait qu'il était vraiment désolé et qu'il avait réalisé qu'il avait fait une énorme erreur. Certains disaient même des choses comme « Eh bien, tous les mariages ont leur haut et leur bas, et vous êtes ensemble depuis si longtemps, peut-être devriez-vous envisager une thérapie de couple. » Mais honnêtement, combien de chances étais-je censé lui donner ? Il n'avait pas fait une seule erreur. Il avait entretenu une relation extra-conjugale pendant 8 mois, me mentant tous les jours. Aucun bouquet de fleurs ou excuses ne pourrait réparer cela. Je suis restée ferme dans ma décision de continuer avec le divorce, bien que ces tentatives de réconciliation soient devenues de plus en plus désespérées. Un soir, Evan s'est présenté chez Alyssa, ivre, frappant à la porte et exigeant de me voir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les choses allaient empirer. Je savais que je devais rester forte, mais ce n'était pas facile avec lui qui faisait ces scènes. Certains jours, je me demandais même s'il ne serait pas plus simple de le laisser parler, de céder, juste pour avoir un peu de paix. Mais ensuite, je me souvenais de la trahison, des mensonges et de la façon dont il me faisait sentir que je n'étais pas suffisante, et chaque fois je restais ferme. Mise à jour 2. À mesure que le divorce s'éternisait, le comportement d'Evan devenait de plus en plus erratique. C'était presque comme s'il ne pouvait pas accepter que je sois sérieuse à l'idée de le quitter. Un soir, après être sortie avec quelqu'un, rien de sérieux, je faisais juste l'effort de m'ouvrir à nouveau au monde, j'ai remarqué une voiture familière garée au bout de la rue d'Alyssa.
C'était Evan. Il était là, assis à regarder la maison. J'étais mal à l'aise, mais j'ai essayé de me convaincre que c'était une coïncidence, peut-être qu'il ne faisait que passer. Mais ensuite, cela s'est reproduit, encore et encore. Il ne faisait rien d'ouvertement menaçant, mais le fait qu'il me suive me mettait mal à l'aise. Je ne voulais pas encore impliquer la police, mais je commençais à penser que cela pourrait être ma prochaine étape. Chaque fois que je sortais, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, me demandant s'il m'observait. C'était épuisant, émotionnellement et mentalement. J'en ai parlé à Alyssa, et elle était furieuse, mais je ne savais tout simplement pas comment gérer cela à ce moment-là. Les appels ivres sont également devenus une routine dans ma vie. Vers minuit, comme une horloge, mon téléphone commençait à sonner. Je l'avais bloqué, mais il trouvait des moyens de m'appeler avec différents numéros, peut-être des téléphones jetables, je ne sais pas. Chaque appel était le même, lui, marmonnant des excuses ou implorant une autre chance. Je n'ai jamais répondu, et finalement, je me suis mise à éteindre mon téléphone la nuit pour avoir un peu de tranquillité. Mais il était clair pour moi qu'il n'était pas prêt à me laisser partir. Puis sont venues les menaces, pas des menaces violentes directes, mais des menaces subtiles, du genre qui vous fait vous demander si vous êtes réellement en danger. Il laissait des messages vocaux disant des choses comme « Si tu continues comme ça », des choses que tu ne veux pas voir révélées vont sortir, ou « Je ne voudrais pas que tes petits secrets soient dévoilés ». Quels secrets ? Je n'avais rien à cacher, mais le fait qu'il en vienne à cela m'a fait réaliser à quel point il était devenu instable. J'étais furieuse qu'il pense pouvoir me manipuler par la peur, mais plus que cela, j'étais tout simplement épuisée. Les parents d'Evan se sont également impliqués, ce qui a encore compliqué les choses. Sa mère m'a appelé un soir, essayant de jouer les médiateurs. Elle a dit qu'Evan était brisé et que je devrais envisager de lui donner une autre chance. Elle a parlé de la façon dont chaque mariage traverse des moments difficiles et que cette affaire ne signifiait pas qu'il ne m'aimait pas. Elle a même eu l'audace de suggérer que peut-être je ne répondais pas à ses besoins, ce qui l'aurait poussé à chercher du réconfort ailleurs, comme si son infidélité était en quelque sorte ma faute. J'ai coupé court à cette conversation immédiatement. Je lui ai dit que, peu importe les problèmes que nous avions dans notre mariage, rien ne justifiait ce qu'il avait fait. Elle a continué à insister, disant des choses comme « Tu as investi tellement de temps dans ce mariage, es-tu sûr de vouloir tout jeter par la fenêtre ?» Il était évident pour moi qu'ils étaient plus préoccupés par la réputation de leur fils et l'image de leur famille que par mon bien-être. Puis ils ont commencé à offrir des incitations financières pour que je retire la demande de divorce. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont offert de s'occuper de moi financièrement si je restais avec Evan. Ils ont dit qu'ils me paieraient une nouvelle voiture, qu'ils régleraient toutes mes dettes, qui, soit dit en passant, étaient principalement liées au soutien que j'avais apporté à l'entreprise d'Evan, et ont même laissé entendre qu'ils pourraient m'offrir un cadeau substantiel qui me mettrait à l'abri financièrement pour la vie. En gros, ils essayaient d'acheter mon silence et ma loyauté. Ma famille, en revanche, ne tolérait rien de tout cela. Alyssa les a confrontés lorsqu'ils sont venus chez elle un jour, essayant de me parler en personne. Mes parents étaient furieux, surtout après avoir entendu parler du comportement de tracker d'Evan et de la manière dont sa famille tentait de me manipuler. Ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils soutenaient ma décision à 100% et que je devais couper tout lien avec lui, peu importe ce qui se passerait ensuite. Mais un jour, Evan s'est imposé lors d'un événement familial. Nous fêtions l'anniversaire de ma cousine, juste une petite réunion tranquille chez mes parents, et Evan est apparu sans y avoir été invité. Je ne sais toujours pas comment il a découvert où j'étais, mais là il était, debout à la porte, ressemblant à un chiot perdu. Il tenait un bouquet de fleurs et un énorme ballon sur lequel était écrit « Je suis désolé », comme si cela allait tout arranger. Mon père a ouvert la porte, et quand il a vu Evan, il a failli perdre son calme. Il lui a dit de partir immédiatement, mais Evan a refusé. Il a insisté pour me parler, disant qu'il avait besoin de juste 5 minutes pour s'expliquer. À ce moment-là, toute la famille s'était rassemblée, et je pouvais voir la gêne sur le visage d'Evan, mais il n'était pas embarrassé pour les bonnes raisons. Il était embarrassé parce qu'il savait qu'il perdait le contrôle de la situation. Il a fait ce grand geste public, s'agenouillant et me suppliant de lui pardonner. C'était comme une scène tirée d'une mauvaise comédie romantique, sauf que, au lieu d'être charmant, c'était simplement pathétique.
Il a parlé de combien il m'aimait, de comment il ne pouvait pas vivre sans moi et qu'il ferait n'importe quoi pour me récupérer. Mais plus il parlait, plus cela devenait ridicule. Ma cousine a même commencé à rire, car toute la scène était exagérée. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste restée là, les bras croisés, tandis que mon père lui répétait de partir. Finalement, Alyssa est intervenue et a dit à Evan de partir ou elle appellerait la police. Cela l'a fait reculer, mais pas avant qu'il ne jette les fleurs par terre dans une sorte de crise de colère dramatique. Le voir partir de cette manière, comme un enfant, n'a fait que renforcer ma détermination. Il n'y avait aucun moyen que je revienne vers lui après ce désastre. Après cet incident, mon avocate m'a sérieusement suggéré de considérer la possibilité de déposer une ordonnance restrictive. Au début, je n'étais pas sûre que ce soit nécessaire. Après tout, Evan n'avait pas été violent, juste pathétique et un peu harcelant. Mais plus j'y pensais, plus je me rendais compte que son comportement devenait incontrôlable. Il essayait de m'user, de me faire sentir que je ne pouvais pas lui échapper. Et si je ne mettais pas des limites maintenant, qui sait ce qu'il pourrait essayer ensuite. Le processus de divorce est devenu plus contentieux, surtout après l'incident avec ma famille. L'avocat d'Evan a commencé à jouer sale, essayant de prolonger encore plus les choses. Mais je n'allais pas abandonner. Pendant ce temps, l'entreprise d'Evan continuait de souffrir. Sa distraction avec le divorce et la connaissance publique de son affaire faisaient des ravages. Les investisseurs se retiraient, surtout après que Dana ait été licenciée. L'image de Golden Boy d'Evan était officiellement ternie, et ce n'était qu'une question de temps avant que tout s'effondre. Mise à jour 3. Un jour, de manière inattendue, la sœur d'Evan m'a contactée. Elle est l'une des rares personnes dans sa famille qui n'a jamais essayé de me culpabiliser ou de me faire pression pour que je reste avec lui, et honnêtement, je l'ai toujours respectée pour cela. Elle m'a dit qu'elle était inquiète pour Evan. Sa consommation d'alcool s'était aggravée et il devenait de plus en plus instable. Apparemment, il avait commencé à manquer des réunions importantes dans son entreprise et était sur le point de tout perdre. Ses parents étaient également préoccupés, mais ils ne savaient pas comment l'aider. Elle m'a demandé de le rencontrer une dernière fois, pour lui donner une sorte de fermeture, car elle craignait qu'il ne fasse quelque chose de plus imprudent si je ne le faisais pas. Elle avait besoin que je le fasse accepter que notre mariage était terminé. De plus, j'ai pensé que si les choses tournaient mal, tout serait au moins enregistré avec mon avocate. J'ai accepté de le rencontrer, mais seulement dans un lieu public et seulement si Alyssa m'accompagnait. Il était hors de question que je le voie seul après tout ce qui s'était passé. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un centre commercial de la ville. J'ai choisi l'endroit parce que c'était une zone très fréquentée et que je savais qu'il y aurait beaucoup de monde autour si les choses devenaient étranges. Alyssa est venue avec moi pour me soutenir, bien qu'elle soit restée en arrière-plan pendant que je parlais à Evan. Dès que je suis entrée et que je l'ai vu assis à une table dans un coin, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il avait l'air terrible, il avait perdu du poids, ses cheveux étaient en désordre et il avait de grandes cernes sous les yeux. Pendant un instant, j'ai ressenti de la pitié pour lui, mais je me suis rapidement rappelé que tout cela était le résultat de ses propres actions. Il payait le prix pour ce qu'il m'avait fait et pour ce qu'il s'était fait à lui-même. Quand je me suis assise, la première chose qu'il a faite a été de s'excuser à nouveau, mais cette fois, cela semblait différent. Il ne faisait pas de spectacle comme il l'avait fait lors de l'événement familial. Il semblait véritablement brisé. Il a supplié pour une autre chance, disant qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie et qu'il ne réalisait pas ce qu'il était en train de perdre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il pleurait, en plein milieu du centre commercial, et les gens commençaient à nous regarder. Mais j'ai gardé mon calme. J'avais déjà vu cette scène. Peut-être que les larmes étaient réelles cette fois, mais elles ne m'ont pas émue. C'était trop tard pour ça. Je lui ai dit calmement que la réconciliation était impossible. Je lui ai expliqué que la confiance, une fois brisée, ne pouvait pas être facilement réparée, et dans notre cas, elle n'était pas seulement brisée, elle était anéantie. Je lui ai dit que je n'étais plus la même personne et que, franchement, je ne voulais plus être avec quelqu'un qui m'avait montré si peu de respect et d'amour. Il n'a pas bien pris cela. Sa désespoir s'est transformé en colère. Il m'a accusé d'être sans cœur, de jeter tout ce que nous avions construit ensemble.
Il a dit que je réagissais de manière excessive et que les gens faisaient des erreurs tout le temps. Il a même eu l'audace de dire que peut-être que c'était en partie ma faute, parce que je n'avais pas été aussi attentionnée au cours de la dernière année. C'est à ce moment qu'Alyssa est intervenue. Alyssa, qui observait en silence depuis une table voisine, s'est approchée et l'a interrompue en plein milieu de sa phrase. Elle n'a pas crié, mais elle lui a dit que je ne lui devais rien, ni une autre chance, ni le pardon, et encore moins une conversation où il pourrait me blâmer pour ses erreurs. Elle lui a rappelé qu'il était celui qui avait trahi, celui qui avait menti, et que c'était lui qui avait tout perdu à cause de ses propres choix. Evan s'est effondré. Il a commencé à pleurer à nouveau, mais cette fois, ce n'étaient pas les mêmes sanglots dramatiques que précédemment. C'était le genre de pleurs qui viennent lorsque l'on se rend compte que l'on a vraiment tout perdu. Il a dit qu'il ne savait pas comment vivre sans moi, qu'il m'avait prise pour acquise et qu'il se détestait pour ce qu'il avait fait. Il a admis que sa relation avec Dana n'avait même pas été une question d'amour, c'était une question d'ego. Il aimait l'attention, l'excitation, la sensation d'avoir quelqu'un de plus jeune qu'il admirait. Il a dit qu'il pensait qu'il pouvait m'avoir à la maison et sa liaison secrète en même temps, mais qu'à présent, face à moi, il réalisait à quel point il s'était trompé. Pour la première fois dans toute cette épreuve, il semblait qu'Evan prenait enfin la responsabilité de ses actes. Mais même alors, cela n'a rien changé pour moi. Ses excuses, bien que sincères, n'effaçaient pas la douleur ni la trahison. C'était trop peu, trop tard. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses, mais que cela ne signifiait pas que je changerais d'avis. Je lui ai clairement fait comprendre que c'était fini et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je passais à autre chose, et il devait en faire autant. Alyssa et moi sommes sortis, et en partant, je l'ai vu rester assis là, la tête entre les mains, complètement brisé. Après cela, j'ai bloqué son numéro pour de bon. J'ai supprimé toute trace de lui sur mes réseaux sociaux et j'ai changé de numéro de téléphone. Je ne voulais plus aucune chance qu'il puisse me contacter à nouveau. C'était terminé. Mise à jour 4. Après notre dernière rencontre, Evan a enfin cessé de contester le divorce. Je pense que cette conversation au centre commercial l'a brisé d'une manière que rien d'autre n'aurait pu. Il a enfin compris qu'aucune excuse ou promesse ne réparerait ce qu'il avait détruit. Mon avocate et moi avons pu négocier un règlement équitable assez rapidement après cela. Au final, j'ai obtenu ce que je méritais, ni plus, ni moins. Je me suis assurée que je ne serais pas exploitée, mais je ne voulais pas non plus prolonger les choses inutilement. L'entreprise d'Evan avait été en difficulté depuis que l'affaire était devenue publique. Il a fini par vendre une grande partie de celle-ci juste pour maintenir l'entreprise à flot. Et bien qu'il y travaille encore d'une certaine manière, il était évident que sa réputation avait subi un coup majeur. J'ai entendu dire par un ami commun qu'il n'était plus le « Golden Boy » du monde de la technologie qu'il avait été. Karma, je suppose. Le divorce a été finalisé il y a environ 6 mois. Nous avons signé les papiers dans des salles séparées, et lorsque je suis sortie du bureau de l'avocate, j'ai ressenti comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. C'était terminé, 3 ans de mariage et 5 ans de ma vie officiellement derrière moi sur le papier. En sortant de ce bureau, après que le divorce ait été finalisé, j'ai pris du temps pour moi. J'ai commencé à voyager un peu, à visiter des endroits que j'avais toujours voulu voir, mais que je n'avais jamais eu la chance de découvrir parce qu'Evan était toujours trop occupé ou désintéressé. Mais la vie a une façon amusante d'avancer, même quand on ne s'en rend pas compte. Quelques mois après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle David, nom fictif, et il est tout le contraire d'Evan, il est gentil, compréhensif, surtout, digne de confiance. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'une petite réunion, et les choses ont simplement cliqué. Au début, j'hésitais à m'engager dans quelque chose de sérieux après tout ce que j'avais traversé, mais David a été patient avec moi. Il comprenait mes hésitations et m'a laissé avancer à mon propre rythme. Ce qui m'a le plus surpris avec David, c'est à quel point tout semblait facile. Il n'y avait pas de jeu mentaux, pas d'agenda caché, juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie l'une de l'autre et qui construisaient quelque chose de réel. Il ne se souciait pas de mon passé, ne me jugeait pas pour ce qui s'était passé avec Evan, il était juste heureux d'être avec moi pour ce que je suis, et cela a été un changement rafraîchissant. Quant à Evan, eh bien,
j'ai entendu quelques nouvelles par des connaissances communes, mais nous n'avons pas parlé depuis le jour où nous avons finalisé le divorce. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était toujours concentré sur son entreprise, essayant de reconstruire sa réputation. Il n'est pas en couple, du moins à ma connaissance, et je doute qu'il se lance dans quelque chose de sérieux de sitôt. Peut-être qu'il prend le temps de réfléchir, ou peut-être qu'il poursuit toujours ses vieilles habitudes. À ce stade, je m'en fiche. Il y avait une partie de moi qui se demandait ce qu'il devenait, surtout dans les mois qui ont suivi le divorce. Je me surprenais parfois à penser à ce qu'il devait ressentir, s'il regrettait tout, s'il pensait encore à moi. Mais ces pensées ont disparu depuis longtemps. Maintenant, il n'est qu'une partie de mon passé, une leçon sur ce que je ne tolérerai plus jamais. Je ne ressens plus de colère envers lui. Je ne ressens tout simplement plus rien, et honnêtement, c'est le meilleur sentiment au monde. Maintenant, je suis excitée pour l'avenir, impatiente de construire une vie avec David et de continuer à devenir la personne que j'ai toujours été destinée à être. Et s'il y a une chose que j'ai apprise à travers tout cela, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qu'on crée pour soi-même.